No Reason Why, épisode 1, le bus. Attention, les thématiques abordées à travers ce podcast pourraient heurter la sensibilité d'un public non averti ou réactiver certains traumatismes. T'étais assise dans le bus, dans tes pensées, tes écouteurs sur les oreilles. T'avais qu'une envie, rentrer, te mettre en pyjama et plus sortir jusqu'au lendemain. Le véhicule s'arrête et redémarre. Au fil des arrêts, des personnes montent. Il y avait une quinzaine de personnes qui, comme toi, rentraient chez elles après avoir travaillé ou étudié toute la journée. Soudain, un homme s'assied à côté de toi. Il prend beaucoup de place et tu dois réajuster ta position pour te faire plus petite sur ton siège. Tu croises alors les jambes, car lui écarte les siennes et crée donc un contact entre lui et toi. Ça te gêne. Vos regards se croisent. Il ne dit rien, ne change rien à sa position. À un moment donné, le chauffeur du bus freine un peu plus fort. Ayant été bousculé, vous vous rattrapez tous les deux à la barre devant vous. Lorsqu'il décide de se rasseoir correctement, il pose sa main sur ta cuisse et te dit « Ouah, t'es trop bonne. » T'oses rien dire. T'es pétrifié. Personne n'a réagi. T'as rien fait. J'ai rien fait. Rien dit. Pas réagi. T'es descendu du bus. Ta seule envie, c'était de rentrer chez toi et mettre ton pyjama. Au centre de planning familial des FPS de Liège, on a souvent recueilli des témoignages de victimes de harcèlement sexiste dans l'espace public, que ça soit lors d'accueil, de coups de téléphone ou encore en animation. Nous avons donc décidé de réfléchir à un projet qui pourrait informer le public sur le sujet et offrir quelques pistes de solutions. C'est alors que Christy Montréal, ministre de l'Emploi, l'Action sociale, de la Santé et de l'Égalité des chances, a lancé un appel à projet et que ce podcast a vu le jour. Dans ce premier épisode, nous allons vous définir ce qu'est le harcèlement sexiste dans l'espace public d'un point de vue juridique. Cet épisode sera le premier d'une série de 4 épisodes. No Reason Why, épisode 1, le bus. Nous sommes à Liège, et nous, l'équipe du Centre de planning familial des FPS de Liège, avons décidé de partir à la rencontre des Liégeoises et Liégeois afin de savoir s'ils connaissaient la définition de ce phénomène. Ce phénomène porte désormais un nom, le harcèlement sexiste dans l'espace public. Il est d'ailleurs plus souvent connu sous le nom de harcèlement de rue, bien que nous savons que ça ne se produise pas que là. Il est vrai que lors de nos recherches, nous avons constaté qu'une définition claire du harcèlement sexiste dans l'espace public était difficile à trouver. Voici donc ce que vous nous avez donné comme définition. Alors, selon vous, c'est quoi le harcèlement sexiste dans l'espace public ? Moi, je sais pas trop, j'ai pas trop de définition. Les harcèlements sexuels. Du harcèlement sexiste. Dire haute voix alors qu'il y a plein de personnes, dire, je sais pas, la femme c'est à la cuisine par exemple, c'est ça ? Assister une fois qu'on a dit non. Je pense que c'est devenu un peu banal. C'est insultant et c'est pas normal. En soirée ou même quand on sort, quelqu'un qui va vraiment insister sur le « t'es belle » ou sur le « donne-moi ton numéro » est trop lourd. Ouais. Tout le temps te coller et tout. C'est la différence filles-garçons. Les garçons parfois peuvent se sentir supérieurs par rapport aux filles et donc peuvent amener des choses comme toucher les fesses, etc. Harcèlement, voilà, moi déjà avec le terme harcèlement, j'ai l'impression que c'est répété des fois lorsqu'on parle de harcèlement et où on attaque donc notre genre avec des remarques, même des attouchements. En fait, c'est un curseur tellement large, ça va aller de un simple regard insistant. Même un aura, le nombre de fois où j'étais avec que des mecs et que je me suis sentie harcelée sans même qu'ils ouvrent la bouche parce que je me sentais trop mal. Je pense que c'est une série de gestes ou de mots ou d'attitudes ou de communication non verbale qui vont certainement être émises souvent par des hommes à l'égard de femmes et qui vont traduire une manière de les percevoir qui est souvent très sexualisée. Ils sont malins, il y en a, voilà, ils le font pas devant tout le monde. Ouais, ça arrive souvent justement sur les places assises. Ici on est en mouvement, c'est ça que je dis, donc voilà. À part un petit échange de regard ou un petit supplément,
Mais sinon, ouais, les remarques, c'est souvent quand c'est vrai sur un qu'on banc ou pourrait, sur une je place me ou dis, un truc comme ça, quoi, si- un coin isolé. Donc ça va de un sentiment, même si je suis pas fan de ce terme-là, mais l'instinct féminin qui te dit que t'es pas au bon endroit, à une main sur une de tes parties intimes. Donc voilà. Sans ton consentement, bien sûr. Je pense que ça devient en fait tellement banalisé que les gens vivent avec et ils ne s'en peignent pas assez. Et qui vont donc contribuer aussi à créer du mal-être, générer du mal-être. Et à mon sens, il y a certainement une dimension hyper banalisée dans la manière de se comporter dans l'espace public pour les hommes. C'est plutôt pas mal tout ça, mais si on remettait un peu d'ordre là-dedans. Voici la définition juridique expliquée par un de nos juristes avec lequel notre centre de planning familial collabore. Voilà, donc je suis avocat, plutôt spécialisé en droit pénal à Liège, au barreau de Liège. Donc je dirais alors de manière très simple que la loi peut punir et assez sévèrement des gestes, qu'ils soient physiques ou verbaux, dans des endroits publics. L'endroit public, on pense souvent à la rue, mais ça peut être évidemment aussi les réseaux sociaux, qui sont des endroits publics. Ces gestes physiques et verbaux sont des insultes qui tendent plutôt à mépriser et à humilier une personne en raison de son sexe et de réduire cette personne uniquement à une dimension sexuelle. Cette loi est-elle réaliste ? Je ne suis pas un spécialiste de cette infraction en particulier, d'autant qu'il y a quand même, à mon avis, peu de personnes poursuivies et peu de personnes condamnées, donc je n'ai pas tellement d'expérience sur ce type d'infraction. Je pense qu'elle partait d'une bonne idée. Je pense que ce n'était pas agréable pour une fille ou une femme d'être en rue et de se faire interpeller, interroger par des termes des fois un peu grossiers, des regards trop insistants, des petites poursuites. Ce sont des infractions finalement qui mettent tout le monde, en tout cas la personne, fort mal à l'aise et qui n'étaient pas poursuivies jusqu'ici, donc l'intention était bonne. Par contre, au niveau du résultat, on a l'impression qu'il n'y a pas énormément d'efficacité. Je pense qu'il y a deux raisons. D'une part, quand ça vous arrive, ce n'est évidemment pas comme des coups et blessures ou comme un viol extrêmement grave, etc. Donc, ça c'est assez rapide, ça n'arrive qu'une fois par une personne, c'est un fait ponctuel. Aller à la police, c'est des fois difficile, on n'est pas toujours bien reçu. Ça peut être des fois très très long. On se dit 2-3 heures pour avoir eu 2-3 insultes sur son corps, est-ce que ça vaut la peine? Ensuite, il y a surtout le problème, qui est un problème d'ailleurs général en droit pénal, c'est le problème probatoire. Donc il faut apporter la preuve de la culpabilité de la personne qui vous a harcelé dans un lieu public. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'évidemment, on ne connaît pas la personne par principe quand elle est en rue. Et donc c'est difficile de la déterminer. Il faudrait mettre énormément de moyens en jeu pour la police. Bon, si c'est un fait grave, ils le font. Si c'est maintenant, vous êtes jolie mademoiselle et qu'il vous le dit 4-5 fois et que c'est vraiment lourd pour vous, je ne suis pas sûr qu'on va interroger toutes les caméras pour savoir qui vous a importuné. De plus, les caméras ne suffisent pas toujours. Si ce sont des mots, ce sera la parole de l'un contre l'autre. Rarement on arrive à intercepter des témoins. On a l'impression de faire un petit peu une tempête dans un verre d'eau. Donc au niveau probatoire, c'est vraiment excessivement difficile d'apporter un dossier complet devant un tribunal pour que la personne se fasse condamner. Pourrait-elle être améliorée ou encore plus dissuasive ? À première vue, je ne me suis jamais posé la question, mais je ne suis pas convaincu. Je pense que ce n'est pas un problème de loi, de terme de loi. C'est plutôt un problème d'exécution et d'efficacité. C'est-à-dire un problème de poursuite, un problème de preuve, comme on en a parlé. Et le fait de changer maintenant la loi, oui, on pourrait en faire une loi extrêmement dangereuse, où le moindre regard, tout le monde serait condamné tout de suite, renverser des charges de la preuve, etc. Mais l'effet pervers serait beaucoup plus important. Et tant qu'on reste dans un droit pénal qui est le nôtre, et c'est d'ailleurs beaucoup plus sain, il me semble que le fait de changer la loi ne pourrait pas, à mon avis, c'est plutôt une question de moyens mis en œuvre pour prouver les choses, qui pourraient peut-être changer l'efficacité de la loi. Si vous vous souvenez, moi j'ai très peu vu de personnes condamnées. Il me semble que le dernier que j'avais vu, je pense, c'était en 2021. Et c'était, ou en 2020, je ne sais plus. Ils avaient été condamnés sur base de la loi du 22 mai 2014. Mais je me souviens qu'il y avait un fait de violence important en plus. Si vous vous souvenez, c'était un gros coup de pied avec une jambe cassée.
Et donc les 2 infractions avaient été reconnues conjointement. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu le coup, c'est une fois de plus l'infraction au regard de la loi du 22 mai 2014 serait passée au bleu. C'est parce qu'il y avait là des coups et blessures graves qu'on a rassemblé les 2 infractions. Elles ont été reconnues toutes les 2, mais c'est la peine évidemment la plus grave, de l'infraction la plus grave qui a été appliquée dans ce cas-là. Mais pour le reste, je pense qu'il y a eu très très peu de condamnations concernant cette loi qui partait pourtant d'une bonne intention. Et quand une victime arrive à apporter assez de preuves pour qu'une enquête soit ouverte, quelles sont alors les peines encourues ? Si j'ai bon souvenir, il y a une fourchette qui va jusqu'à 1 an de prison, si j'ai bon souvenir. Au niveau de l'amende, je ne sais plus, mais il y a une peine d'amende aussi, une fourchette assez large aussi qui est prévue. Oui, donc de 50 à 1 000 euros fois les décimes. Donc ce sont des peines plutôt lourdes, hein, jusqu'à 1 an de prison, ça n'est quand même pas rien. Maintenant, une fourchette de peines, il faut voir lesquelles sont appliquées, et surtout si elles sont appliquées. À partir du moment où il n'y a pas de preuve et pas de poursuite, c'est évidemment un peu aléatoire de penser qu'on va arriver à des peines comme ça, mais la peine prévue au départ n'est pas légère, c'est une infraction quand même reconnue comme relativement grave. Donc, si je comprends bien, le harcèlement sexiste dans l'espace public, c'est puni d'une peine de prison pouvant aller d'1 mois à 1 an d'emprisonnement et ou d'une amende des comportements venant d'un individu ou d'un groupe d'individus. Dans quel but ? Celui d'interpeller, intimider, menacer, humilier ou encore insulter des personnes. Pour quelles raisons ? En raison de leur sexe, de leur appartenance à un groupe ou de leur orientation sexuelle. L'espace public, ça peut être la rue, le bus, mais il y a aussi les lieux dits semi-publics comme les magasins, les centres commerciaux, le cinéma, les bars. Le non-verbal joue beaucoup. Il faut apprendre à observer et décoder les codes. Il faut être conscient de ce que notre interlocuteur ou interlocutrice renvoie comme signaux. Par exemple, cette personne marche rapidement, à l'heure de pointe, elle porte des écouteurs, ne semble pas prêter attention aux autres. Tous ces signaux non-verbaux qui renvoient tout simplement que la personne n'est pas disponible à l'instant T. Il faut bien faire la différence avec de la drague ou un compliment. Car on vous voit venir. Oui, mais si c'est comme ça, on ne peut même plus aborder quelqu'un dans la rue ou draguer. Bien entendu qu'on peut toujours aborder quelqu'un qui nous plaît dans l'espace public, mais il y a l'art, la manière et le contexte pour le faire. Dans les rues de Liège, nous avons voulu savoir qui, selon vous, étaient les personnes les plus touchées. Vous nous avez répondu. Je pense que ça va arriver à tout le monde. Nous, on le fera pas, quoi. Mais on dit pas que ça n'existe pas, le harcèlement envers les hommes. Ça arrive des 2, mais les hommes plus qui vont vers les femmes que les femmes vers les hommes, quoi. Moi, j'ai jamais eu une femme qui m'a harcelé, donc... C'est triste, franchement. Parce que c'est vraiment les filles qui sont touchées. Les gars, moi, je n'entends pas les gars qui se font harceler. On fait l'amalgame entre sexe et genre, puisque ce sont 2 notions qui s'entremêlent, mais du coup là c'est lié au genre, hein, parce qu'un homme qui va avoir une allure entre grands guillemets féminine va aussi se faire harceler. En journée ça va, quand je suis seule non, mais quand je suis avec des amis ou quoi ça va. Mais quand on est seul c'est vrai qu'il y a toujours, on a toujours un peu peur. Il faut savoir que selon une étude datant de novembre 2016 faite par Jump sur la perception des comportements sexistes en Europe, 95% des Wallonnes ont fait l'objet de sexisme dans l'espace public de manière générale. Dans 1/3 des cas, le sexisme s'est traduit par des agressions et du harcèlement physique. Cette étude a démontré que les sentiments éprouvés par les victimes sont principalement de la colère. Certaines d'entre elles se sont senties blessées. Une minorité n'a rien ressenti. Dans une majorité des cas, les victimes n'ont pas obtenu d'aide ou de soutien des témoins. Et pour finir, 82% des victimes ont décidé de ne pas porter plainte. Il faut donc réagir, qu'on soit victime ou témoin. Ce type de comportement peut rendre la victime sujette à de nombreuses conséquences qui peuvent avoir un impact plus ou moins important sur la santé mentale ou encore la vie au quotidien. On peut voir apparaître chez certaines victimes de l'anxiété, de la perte de confiance en elles-mêmes ou envers les autres, une diminution du lien social, un repli sur soi, des insomnies et dans les cas les plus graves, de la dépression ou encore des tentatives de suicide. Et vous, quelle serait votre réaction en tant que témoin ou victime ? Non, je pense que si, j'aiderais la personne quand même. Est-ce que tu te permets de réagir ? Franchement, quand on m'a touché les fesses, non. Parce que j'étais sous le choc et je savais pas comment réagir. Écoutez, moi je pense que quand on voit une fille toute seule dans la rue, quand on est un homme, on devrait justement aller
la rassurer, etc. si on voit qu'un groupe de garçons est... faut être solidaire en fait. Il faut être solidaire et... Je pense que Claudia elle a fait, c'était bien. Ouais. Elle est restée polie. Vraiment que même si on est à plusieurs, parfois ça change pas. Ouais, ça change genre pas. On était 4 et... je pense que j'ai quand même mis trop de temps à réagir parce qu'il y a bien eu au moins 10 secondes. On s'est tous regardés en mode Ouais, mais voilà. ça vient vraiment d'arriver. Et puis voilà. De toute façon, même si on est avec une fille, je pense pas que se battre c'est la meilleure des options non plus. Parce que tu es peut-être occupé avec 2 personnes, mais ils vont peut-être te massacrer et les autres vont peut-être aller voir la fille. Donc toi tu te fais... Ouais non, c'est pas toujours la meilleure idée non plus. Alors comment on fait concrètement en tant que victime ? Tout d'abord, il faut savoir qu'agir avec la violence, des injures ou des menaces pourrait faire que la situation se retourne contre vous. De plus, ces actes sont eux aussi punis par la loi. Mais il y a quand même des solutions. Vous pourriez, par exemple, faire savoir à l'agresseur votre mécontentement, avec fermeté, lui dire ce qui vous gêne dans son comportement, ou encore vous extraire si c'est possible, même si, comme dans notre histoire d'introduction, parfois, on peut être paralysé par la peur. En dernier recours, il vous reste à alerter les gens qui vous entourent si l'agresseur ne cesse de vous interpeller malgré vos réactions. En cas d'urgence, ou si personne n'est présent, vous pouvez composer le numéro de la police. Ici en Belgique, c'est le numéro 101. Il faut savoir que pour les personnes sourdes ou malentendantes, il existe aujourd'hui un numéro pour pouvoir envoyer des SMS d'urgence. C'est le numéro 112, 100 ou 101. Ce service de SMS est disponible via l'application App 112 BE. Il suffit de la télécharger et de s'y inscrire pour pouvoir l'utiliser. Cette application possède plusieurs services. Un service de localisation, une fonction de chat. Si vous avez été victime d'une agression, il ne faut pas hésiter à porter plainte. Vous pouvez également demander à un témoin de vous accompagner, une personne qui aurait vu la scène et qui accepterait de témoigner en votre faveur. En tant que témoin, on peut aussi réagir. Par exemple, s'approcher de la scène si on a le moindre doute d'une potentielle agression et demander à la victime présumée si elle a besoin d'aide. Si ce n'est pas possible, vous pouvez essayer de le faire diversion en vous interposant. Par exemple, faire semblant de reconnaître la victime ou autre. Et sinon, impliquer d'autres témoins. Ici, c'est l'effet de groupe qui pourrait faire en sorte que plusieurs autres témoins vous rejoignent. Et bien sûr, comme pour les victimes, en cas d'urgence, appelez les secours. Parfois, vous avez voulu nous raconter vos histoires, et voici ce que vous avez vécu. Juste là derrière, j'étais sur le banc et en jupe et il y a un homme qui est venu vers moi et qui m'a dit j'ai vu ta culotte, elle est rose alors que... Mais il était vraiment à 10 cm ouais, il est venu à 10 cm de moi et il m'a dit j'ai vu ta culotte, elle est rose alors que c'était impossible qu'il la voie donc... Et sa culotte elle était noire en plus. Voilà. Il a menti. J'étais avec ma copine, des fois quand on est en ville je suis avec et il y a des groupes de personnes qui sifflent comme ça m'est déjà arrivé 2-3 fois. C'est assez désagréable. Je me mets un peu à sa place et je reçois pas la remarque parce que je sais que c'est pas moi, mais j'aime pas du tout. Moi personnellement j'ai déjà été sifflée, c'est pas très agréable. Maintenant je pense pas que j'ai déjà eu des gestes, mais déjà rien que siffler, moi personnellement je me permets de me retourner, de regarder un peu bizarrement. Non, c'est vrai que dire quelque chose c'est compliqué en tant que fille, on a toujours peur, donc je pense que beaucoup de filles n'osent pas se permettre de dire quelque chose, quoi. Quand j'étais en train de monter les escalators à la sortie de train, j'ai un mec qui m'a touché les fesses juste derrière moi et plusieurs fois, et quand je me tournais je savais pas qui c'était. Je crois qu'il faut éduquer les garçons parce qu'ils se croient trop de tout permis, et aussi il faut dire à tout le monde qu'on peut aider quelqu'un dans la rue. On voit souvent que ça arrive et souvent on a peur et on réagit pas alors qu'on devrait, quoi. Même je trouve qu'on sensibilise trop les filles et pas assez les garçons. Par exemple, on dit de pas aller à certains endroits alors que on doit pas dépendre de la société, on doit pas dépendre de ces genres de situations. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a plusieurs associations qui font par exemple les marches exploratoires. Donc on marche et on explique un peu les choses qui nous mettent en insécurité. Donc je sais bien que le CBFE fait ça, entre autres. Mais moi, ce qui serait vraiment cool, c'est genre une application où il y a plusieurs filles, tu vois, qui marchent, il n'y a plus de bus parce que Liège, pour niveau bus, laisse tomber. On est trop bourré ou on prend le bus, on va marcher. Il y a une application qui dit moi je vais marcher de là à là. Et on marche ensemble. Il est important de quand même changer ça. Et c'est vrai qu'il y a quand même des gens qui sont intéressés par ça. Je sais bien qu'il y a des mouvements sexisme, etc. des femmes. Et moi, je suis pour certaines choses.
Et je trouve que c'est quand même important de ne pas avoir de différence. On est tous des êtres humains, donc ça ce serait bien quoi. Ils ont fait ça il y a un an, je crois. Voilà. Bah, ils ont fait ça il y a Deux fois. Il y a 2-3 mois, ils ont arrêté une personne qui suivait justement une policière et tout ça. Bon, nous on les a aperçus et c'était suivi et tout ça, ils l'ont chopé. Hein. Et ils ont arrêté un petit peu contre le mur et tout, je te jure. Et il y avait les deux policiers. Mais j'espère que la mentalité des garçons changera et que c'est pas compliqué d'aller aborder une fille. Oui, tu vas aller boire un verre. Non, ok, non, tu vois, tu la laisses tranquille et voilà. Sinon, voilà. Je trouve que c'est triste de vivre dans un monde comme ça où la femme a peur de sortir le soir. Moi, quand ma copine elle repart de chez moi, j'aime pas quand elle retourne le soir par exemple. Si on va la trouver ou quoi, ou peut tout arriver. Faut les laisser tranquilles. Parce que les femmes méritent pas ça. Même après les hommes, voilà, c'est moins fréquent. Maintenant, les femmes, faut les laisser tranquilles, faut les respecter. Je trouve que vous nous avez donné plein de solutions réalistes qui pourraient être mises en application. Mais qu'existe-t-il actuellement pour lutter contre cela ? Comme l'un de vous nous l'a dit, il arrive parfois que la police fasse des journées d'action de lutte contre le harcèlement sexiste dans l'espace public, ce qui pourrait dissuader de plus en plus les agresseurs. Certaines ASBL telles que Stop au sexisme, Garance, le label Quality Night, Save the Night, SOS Viol, le collectif État-Sœur et bien plus encore proposent de l'accompagnement des victimes ou encore des activités de sensibilisation pour lutter contre le harcèlement sexiste dans l'espace public. Voici quelques numéros utiles si vous présentez un ou plusieurs de ces symptômes à la suite d'une agression. Le 107, c'est Téléaccueil. C'est gratuit et il propose une écoute et un échange pour les personnes traversant une situation de crise, une difficulté sociale, morale ou encore psychologique. Il y a également le numéro Prévention Suicide qui est le 0800 32 123. Vous pouvez également vous rendre dans un centre de planning familial. Sur le site loveattitude.be, vous pourrez retrouver une carte interactive indiquant le planning le plus proche de chez vous. Ce podcast vous a été proposé par le Centre de planning familial des FPS de Liège avec le soutien de la région wallonne.